Bonsoir à toutes et à tous, vous le savez, c'est une soirée exceptionnelle, je vous en ai parlé toute la semaine, une soirée exceptionnelle qui va nous réunir aujourd'hui dans la grande soirée de l'Opéra sur Radio Classique, puisque vient d'entrer dans le studio celui que vous attendez toutes et tous, Roberto Alagna. Bonsoir Roberto. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Merci de passer cette soirée avec nous, vous savez qu'on est pour une grande soirée, on va jusqu'à minuit, hein. Eh ben dis donc, j'espère que je vais tenir le coup. Oh oui, ça, vous avez déjà montré que vous savez tenir beaucoup de coups. Quand on sait tout ce que vous faites, il faut préciser que après-demain, lundi, c'est la première de l'Élixir d'amour, que vous sortez de Berlin où vous jouiez Vasco de Gama et que vous passez votre temps à courir le monde. Donc tout le monde est d'ailleurs toujours sidéré, avant qu'on parle plus avant. Comment est-ce que vous tenez ? J'en sais rien. On vous voit là, vous avez en pleine forme. Oui, c'est vrai. Non, alors vous passez votre temps dans les avions, vous courez d'un endroit dans un autre, des univers de l'un à l'autre. Je crois que c'est ça qui me fait tenir en fait. C'est cette passion, c'est l'envie de bien faire, c'est l'amour, c'est d'être heureux. Mais cette passion, elle dure depuis plus de 30 ans. Oui, ça fait un moment et puis ça s'en va pas. Hein, c'est bien là. Ça, vous êtes heureux et on le voit. On vous voit souvent en photo avec une certaine Alexandra Kozak qu'on entendra. Oui. Et il y a des rumeurs de mariage. Oui. C'est entre deux élixirs. Entre deux élixirs. C'est à cause de l'élixir d'amour. Oui. Voilà. Vous savez qu'on ouvre toujours cette émission par une ouverture. Donc on commence par l'ouverture de l'élixir d'amour, c'est-à-dire le prélude et le chœur d'entrée par le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Lyon dirigé par Evelino Pido. C'est un avant-goût de ce qu'on entendra après-demain, lundi. Je crois qu'il n'y a plus une place à Strapontin et qu'on aurait pu remplir plusieurs fois. Mais enfin, heureusement, il y a combien, 12 représentations? Oui, il y a pas mal de représentations. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais heureusement d'ailleurs, parce que, évidemment, tout le monde a envie de vous entendre. Évidemment, c'est pas une première de chanter à l'Opéra de Paris, mais peut-être une petite première quand même. Une différence, puisque bien sûr, avec ma compagne aujourd'hui, qui va bientôt être mon épouse, Alexandra Koujak, on dit en polonais. Koujak, oui. Ouais. Et donc, il y a un petit pincement, parce qu'on s'est rencontrés dans cette production à Londres il y a 3 ans, qu'aujourd'hui on a une jolie petite fille qui a 20 mois et voilà, Malena. Et puis donc on se retrouve dans cette production, on retrouve toutes les sensations, toutes les émotions qu'on avait eues alors. Et vous savez, tout ça, c'est enfoui en nous. Et puis hop, ça ressurgit comme ça. Et donc, c'est assez touchant de se retrouver dans cette production. Vous êtes heureux comme un jeune homme. C'est amusant. Quand on vous voit, c'est pas très radiophonique, mais même, je suis sûr qu'on l'entend dans la voix. Oui, tout à fait. J'ai la voix qui a rajeuni. Je sais pas. Je pense que c'est la nouvelle paternité. Ça m'a redonné un coup de jeune, ça m'a donné une responsabilité, une envie de bien faire, une envie d'aller plus loin. Alexandra aussi, qui est formidable et avec qui je passe des moments sublimes. Moi, j'ai beaucoup de chance. C'est une merveilleuse chanteuse. Je me souviens de l'avoir entendue il y a quelques mois au théâtre des Champs-Élysées. Oui. Dans Maria Stuarda, c'est assez incroyable parce que moi je l'ai connue avec une voix plus légère et puis après la maternité, la voix a pris de l'ampleur et je crois qu'elle va suivre le chemin de sa maman qui chante encore. Sa maman c'est Jolanta Jmurko qui chante toujours en Vous Pologne. avez l'accent polonais, ça c'est pas l'accent, mais et donc sa maman a commencé aussi avec la Reine de la Nuit qu'elle a chanté plus de 500 fois et puis aujourd'hui elle chante Abigail, Turandot, Tosca, elle chante tout le répertoire. Et donc je pense qu'elle va suivre ce chemin parce que c'est une technique et une voix qui évolue. Une couleur lyrique. Oui, une couleur lyrique. Oui. Ce que j'ai entendu dans Maria Stuarda et qu'on va donc découvrir puisque elle sera votre Adina. Et donc vous commencerez à Quante Bella. Ah oui, Quante Bella, Quante Cara. On vous écoute. Ça fait plaisir à entendre. Là, on commence. J'ai partagé cette émission, faut le dire, pour nos auditeurs, en une première partie, la lyrique italienne, parce que vous chantez ça quand même très très bien. Ensuite, l'opéra français, parce que vous le chantez aussi très très bien. Et puis personne prononce ça. Enfin, c'est un truisme, on est habitué, mais personne ne prononce comme vous. Ensuite, il y aura une troisième partie sur le divertissement. Et puis ensuite, les admirations. Vous allez nous faire découvrir 2-3 personnes. Mais peut-être d'ailleurs, on découvrira une certaine Alexandra. Comment on dit? Koujak. Faut que je m'y habitue. Koujak. Mais ça fait du bien de vous entendre dans l'élixir. Vous savez ce qui était formidable, j'ai dit la même chose à Alexandra, c'est que de chanter, je sais pas, le roi Artus, le Cid, Vasco de Gama, et d'un coup se retrouver dans une comédie, mais ça fait un bien. Vous pouvez pas savoir. Le côté léger, le côté
pétillant, de s'amuser comme ça, d'improviser. C'est quand même formidable. Avec une jolie mise en scène. Oui, la mise en scène est formidable, formidable. On se croirait dans un film néo-réaliste italien des années 60. Et ça laisse aussi libre à l'improvisation. Oui, bien sûr. On a une certaine liberté et c'est ça qui est formidable. Il y a vraiment c'est une belle direction d'acteur et avec aussi des moments de liberté. Et donc j'adore ça. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien de se retrouver dans une œuvre où tout d'un coup tout finit bien, où il y a cette légèreté. Voilà, ça me fait beaucoup. En ce moment, vu ce qu'est le monde en ce moment, ça fait vraiment du bien. Alors, quand on a préparé cette émission, Roberto Alagna, vous m'avez rappelé que c'était pas le premier enregistrement de l'Élixir d'amour que celui que vous avez fait avec Evelino Pidou, mais il y en avait eu un auparavant avec Marcello Viotti, que j'ai retrouvé, où vous chantiez avec Maria La Devia et l'English Chamber Orchestra. Donc j'ai choisi un passage que j'adore aussi, que je sais que vous aimez, qui est Dire la voilà. Ah oui, très beau, très très beau. C'est vraiment un très beau duo de l'Élixir d'amour, et donc là, vous étiez beaucoup plus jeune, là. Ah oui, j'avais, je sais plus, j'avais pas 30 ans, j'avais pas encore 30 ans, j'avais dans les 25-26. Voilà, et vous chantez avec Maria La Devia et l'English Chamber Orchestra que dirigeait Marcello Viotti. C'est un très beau passage, et qui montre que, bien sûr, il y a ce que vous disiez, ce plaisir de la comédie, mais il y a aussi parfois une espèce de nostalgie, de tendresse. Oui, ça c'est la force de Donizetti. Il a quelque chose qui peut passer tout de suite de la comédie la plus pétillante au moment le plus intime et le plus sensible comme ça et le plus émouvant avec un accord. Tout de suite, il arrive à trouver. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire entendre ce duo. Évidemment, j'aurais pu faire entendre Una fautiva lagrima, que vous chantez évidemment merveilleusement, mais là, je trouve que peut-être c'est moins attendu et ça fonctionne bien. Alors, puisque vous parlez de Donizetti en bien, si on passait maintenant à Don Pasquale. Ah d'accord, oui. Parce que Don Pasquale, il y a aussi ces deux aspects. Vous savez que, je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. Vous savez qu'à mes débuts, parce qu'on dit toujours, il a débuté à Glyndebourne, ça c'est le côté officiel. Mais voilà. Mais j'avais chanté avant quelques rôles, dont La fille du régiment de Donizetti, et j'avais chanté aussi Don Pasquale. J'ai chanté qu'une fois. J'avais chanté aussi Ernesto de Don Pasquale. Oui, Ernesto, oui. Et j'ai un excellent souvenir. Vous savez, c'était dans les sortes de boui-boui. Mais c'était incroyable parce que c'était des spectacles qui étaient faits comme ça pour une représentation avec fête de briques et de broc. Mais on l'avait fait et je me souviens que c'était incroyable. On avait fait même le dialogue des Carmélites. J'avais fait le Chevalier de la Force. Mais Don Pasquale, j'ai un excellent souvenir et je regrette qu'on me l'ait jamais proposé ensuite. C'est dommage, parce que je crois que c'est un rôle qui me convenait vraiment et je suis content en tout cas d'avoir enregistré. Vous l'avez enregistré. J'ai enregistré quasiment presque tous les moments du ténor. On écoute Sogno Soir. Ce bel air d'Ernesto, du Don Pasquale de Donizetti avec cette voix très éclairée dans l'aigu de Roberto Alagna. Là vraiment, on voit comment vous pouvez alléger, c'est-à-dire quand on imagine que, d'ailleurs, vous venez de chanter Vasco de Gama à Berlin, vous allez chanter l'Élixir d'amour, il y a vraiment aussi la force de la technique, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses, mais vous arrivez toujours à avoir cette technique qui vous permet justement... Il faut garder la jeunesse de la voix. Je crois que c'est le secret, il faut garder cette jeunesse. Et je le dis tout le temps aux jeunes générations, gardez la jeunesse de votre voix, parce que... Mais comment on fait ? Il faut surtout pas alourdir, il faut pas grossir le son, il faut rester le plus proche de la voix parlée naturelle et chercher toujours la clarté. Le problème c'est ça, c'est que la clarté est le signe de la jeunesse, mais dans toutes les voix, que ce soit baryton, vous mettez du ciel dans la voix. Toujours du ciel et toujours de la hauteur, c'est-à-dire qu'il faut toujours développer les résonances aiguës. Voilà, et jamais toucher la gorge. Si on commence à toucher la gorge, à tasser ou à commencer, vous savez, il y a des techniques avec larynx bas, etc. Ce sont des techniques qui sont très bonnes aussi, mais ça fatigue et qui alourdissent un peu. Donc, vaut mieux aller sur le côté résonateur, le côté sinusien, j'ai envie de dire. Et voilà. Ça correspond très bien à l'esprit, la couleur de Donizetti qu'on vient d'entendre. Alors, on va passer à Bellini maintenant, parce que vous avez enregistré aussi le rôle de Pollione, toujours avec Evelino Pidou. Et là, justement, c'est un peu différent parce que là, il faut justement, on n'est pas dans le même type de personnage, on est dans le drame de surcroît. Oui, en même temps, c'est un mystère parce que comment chantaient les ténors à cette époque, on n'en sait rien parce que le ténor n'existait pas encore, le ténor moderne. Donc c'était des sortes de barytons avec une voix de fausset à partir du sol.
quelle voix. La voix était émise de manière différente. Oui, voilà. Et en même temps, c'est du bel canto. Donc, moi, je pense que même si là, j'avais cherché une certaine noirceur, parce qu'on est habitué à ça et parce que les gens sont habitués à ça. On avait entendu les Del Monaco, les Corelli chanter ce répertoire. Mais je crois que quelque part, aujourd'hui, par exemple, je chanterais Paul Youn, je le chanterais plus clair. Oui. Parce que je crois que la clarté, quand on réécoute tous les chanteurs du passé, aussi bien les basses, Italo Tayo ou d'autres, chantent tous très clair. Parce que c'est encore une fois la jeunesse de la voix. Je me souviens d'un vieil enregistrement d'Aureliano Perti. Très clair. Tout à très fait, clair. Justement, ce que vous très. Et les Martinelli aussi, ça chantait clair. Même dans Otello. Même si on écoute Tamagno, le créateur, c'est très clair en réalité. Francesco Tamagno. Oui. Donc je pense que la clarté, c'est quand même ça. L'enregistrement qu'on a de Tamagno est quand même assez, pas très facile à... il est pas mal quand même. Il est pas mal parce que c'est avec piano et donc on entend vraiment la voix. Et moi je trouve que c'est un... Mais je crois surtout que ça a été fait à la fin de sa vie. Surtout. Oui, il était déjà en fin de carrière, mais il n'était pas vieux. Bien sûr. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je suis plus vieux aujourd'hui que lui à l'époque de son enregistrement. C'est ça qu'on oublie. Vous voyez, je me souviens quand on disait Bergonzi, vous savez, il y a cet enregistrement avec la Scott de l'Élixir d'amour où on dit c'était incroyable, hein. Il était âgé et encore il chantait l'Élixir d'amour. Vous savez, il a 46 ans à cet âge-là. Et on disait qu'il était âgé. Bah oui, vous voyez, donc c'est curieux. Voilà. Bon, on écoute Paul Youn, Roberto Alagna. Très bel air de Paul Youn, le héros de Norma de Bellini. Bel canto, mais pas seulement bel canto. On a déjà aussi quelque chose du classicisme à la Gluck, un peu en même temps. Et puis il y a quelque chose de sicilien là-dedans. Hein. Ouais. Bellini, comme il est né à Cadaille. Oui, voilà. Il y a quand même une flamme. On sent la lave là. On sent la lave couler là de l'Etna. Hein. Alors, on est toujours avec Roberto Alagna pour cette soirée exceptionnelle sur Radio Classique, spécial Roberto Alagna de 20h à minuit. Et on était avec Bellini. Norma, c'est le plus connu. Le Pirate, c'est un peu moins connu. Écoutez ça, Nel furor delle tempeste. Nel furor delle tempeste, c'est pas vraiment le bon accent, comment on le dit? Nel furor delle tempeste. Voilà. Ça, c'est un air que j'avais chanté pour mon premier récital. J'avais fait un récital pour la première fois. Oui, le Pirate, donc j'avais fait un récital au Théâtre des Champs-Élysées, c'était mon premier, en absolu, et j'avais chanté ça. J'avais chanté un air du Trouvert, enfin il y avait plein de choses, mais aussi ce Pirate. Et là, la difficulté du Pirate, c'est qu'il y a un contre-ré à la fin qui est vraiment mal placé. C'est un opéra extrêmement difficile, mais très très beau. Oui, magnifique. Le rôle d'Imogen est absolument le personnage. Tout Bellini, pour moi, je trouve que c'est d'une beauté incroyable. Et c'est pas un répertoire où vous chantez beaucoup, mais c'est dommage. Non, mais c'est dommage qu'on ne m'ait pas proposé. Quoi. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, je chantais à Rigoletto et la basse, Sparafucci, était Francesco Ellero d'Artegna. Et dans ma loge, je chantais les Puritains. Et il m'a dit, mais il faut que tu chantes ça. Moi, je lui disais, non, mais tu sais, on me le demande pas, et puis c'est pas vraiment mon répertoire. Mais il disait, mais tu es dingue, un jour tu vas le regretter. Et c'est vrai. Je l'ai regretté parce que j'aurais dû le chanter à l'époque. Oui, il a raison, parce qu'il y a dans Arturo des Puritains, il y a quelque chose d'ardent qui vous correspond. Et c'est pas un rôle léger, parce qu'on pense tout le temps que du fait des aigus, c'est un rôle léger. En fait, non, c'est un rôle plein, parce que souvent la tessiture est basse, et ensuite ça s'envole dans les aigus. Mais c'était un rôle, je pense, qui me convenait vraiment bien. Eh bien, en tout cas, peut-être que quelqu'un aura la bonne idée en vous écoutant de vous distribuer dans Bellini, mais on va nous arriver à Rossini. Alors ça, c'est pas vraiment un répertoire auquel vous êtes accoutumé, mais ça m'amusait de vous entendre chanter C'est il minore. Mais... le Barbier, oui. Voilà, Barbier de Séville. Très joli. C'est joli, hein, et vous faites ça vraiment magnifiquement, et on se dit, voilà, c'est pareil. Oui, puis là, c'est accompagné par vos frères, David et Federico. C'est David, là, il y a que David dans cette. Il n'y a que David, là. Ouais. Mais c'est un disque, moi j'aime bien, ce disque qui s'appelait Sérénade. Oui, je l'aime beaucoup. Et où vous avez fait comme ça. C'est une anthologie. Oui, et puis c'est une anthologie avec des choses tout à fait différentes, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose d'intime et que vous nous ouvrez votre intimité. Tout à fait. Et c'était tout à fait amusant d'entendre cette cavatine. Je trouve qu'ils avaient vraiment bien travaillé. Ils avaient fait des arrangements qui étaient magnifiques, et c'est vraiment un disque simple mais touchant, parce que sincère. Mais touchant, voilà. Oui. Mais c'est d'ailleurs, vous savez, pour préparer cette spéciale du Radio Classique avec vous, Roberto Alagna, j'ai évidemment eu le plaisir de réécouter absolument tous les disques pour choisir. C'était d'ailleurs une horreur, parce qu'évidemment, il aurait fallu faire 18 heures d'émission. Mais j'ai redécouvert ce disque que j'avais un peu oublié, et je dois dire que c'était un vrai bonheur. Merci. Alors, on va rentrer maintenant, j'allais dire dans le dur, mais dans ce qui vous est plus accolé comme image, Verdi.
Oui. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Rigoletto, eh bien, le voilà, le duc de Mantoue. Évidemment, la Donna Immobile de Rigoletto, ça vous l'avez beaucoup chanté. J'ai chanté beaucoup à mes débuts, et puis la dernière fois, j'ai chanté au Met. Mais j'ai une petite anecdote, parce que lorsque j'avais fait le concours Pavarotti, que vous avez gagné. Oui, alors, je me souviens, on devait mettre 5 morceaux, et j'avais mis la Donna Immobile, et puis, bien sûr, Pavarotti, à l'époque, je m'en doutais pas. Je me suis dit, bon, il va pas me demander ça. J'avais mis des tas d'air. Il va me proposer quelque chose de plus important. Moi, je prenais ça comme une petite chanson. Et puis, il me dit, tiens, tu peux me chanter la Donna Immobile. Alors moi, du coup, je dis, ah maestro, je peux pas vous chanter la Questo Quella. Il me dit, bon, d'accord, allez, chante Questo Quella. Et je lui chante Questo Quella. Voilà. Et je finis. Alors il m'applaudit, il me dit bravo. Et alors je vais pour m'en aller. Et puis il me dit, attends, chante-moi quand même la Donna Immobile. Et je dis, bon, mince, alors je suis obligé de le chanter. Je chante et puis j'invente les paroles. Et puis il me dit, ah, j'ai compris pourquoi tu ne voulais pas le chanter. Tu ne le connais pas. Je dis, bah oui, je connaissais pas les paroles. C'est drôle, ça. Ça vous a pas empêché de remporter le concours. Ça veut dire que quand même, il y avait quelque chose d'autre que les paroles dans votre interprétation, Roberto Alagna. Alors, le Trouvère, ça évidemment, vous l'avez aussi beaucoup chanté, et vous l'avez chanté sans, comment je vais dire cela, sans truquer, car on va entendre Di Quella Pira. Dans Di Quella Pira, il y a évidemment cette note, vous savez, il y a toute une polémique, Verdi a écrit un La, mais la tradition est de faire un écrit un sol, oui. Un sol, mais la tradition est de faire un ut. Et il y a un certain nombre de chanteurs qui ont transposé régulièrement, sans le dire. Et vous, Jabé, moi je vous ai entendu. Si, je l'ai transposé aussi. En tout cas, moi je vous ai entendu plusieurs fois le chanter, et toujours avec cette. Je l'ai souvent chanté dans le ton. Je le faisais dans le ton quand je chantais une seule strophe. Ensuite, je l'ai fait une fois, les deux dans le ton. C'était vraiment dur parce que on arrivait fatigué. Bon, c'est un risque. Et puis après, je l'ai fait 2 fois en si. Parce que tout le monde le faisait en si. Vous savez, tous les grands l'ont chanté en si. Il faut savoir que. Mais qu'est-ce que vous pensez au fond de cette parce que ça a fait polémique. Je ne sais pas si vous vous souvenez en 2001 quand Riccardo Muti a monté le Trouvère, il avait obligé le ténor, c'était le malheureux Salvatore Licitra. Il l'avait fait avant, il l'avait fait avec Kossuth déjà, où il avait été sifflé à l'époque, ça s'est fait à la Scala. Mais il l'avait fait à la Scala, moi j'étais là, c'était un scandale. Il l'avait fait à Florence, et là ça avait été un scandale. Non, je pense que c'est ridicule. En réalité, soit on chante la partition, soit on fait la tradition, mais la tradition est bien aussi. Mais vous savez, même transposer, il n'y a pas de différence en réalité. Il n'y a pas vraiment une différence. C'est une sorte de sécurité pour le ténor, parce que c'est vrai que de faire un contre-ut à ce moment-là, c'est pas évident. Des fois, on peut gâcher tout l'ouvrage à cause de cette ut, parce qu'on pense à cette ut tout le temps. Et puis, ça dépend dans quelles conditions on le fait, où on le chante. Il ne faut pas que le chant soit du cirque. Voilà, c'est pas du cirque. Après, si on a un ut facile et que c'est réussi, c'est magnifique. Mais un beau si naturel, vous savez qu'Aurélie chantait un si naturel, Bergonzi aussi, enfin tout le monde, même Pavarotti faisait un si naturel. Giacomini et tout, enfin tout le monde a chanté des si naturels, même Caruso. Mais vous savez ce que disait Verdi quand on lui avait posé la question si c'était légitime, il a dit que le chanteur fasse comme il peut, du moment qu'il le peut. Mais vous savez, les compositeurs sont beaucoup plus flexibles que les chefs d'orchestre ou souvent même les amateurs d'opéra. Parfois un peu intégristes. Oui, parce que vous savez ce qu'il disait aussi. Il disait oh là là, quelle chance ont les jeunes compositeurs. Il voulait parler de Mascagni, Puccini et les autres. Ils ont de la chance. Ils font des opéras en 1 acte, en 2 actes. Ils vont directement à l'action. Alors que nous, il fallait que on remplisse la soirée. On était obligé de faire des ouvrages très très longs. Vous voyez, donc aujourd'hui on dit il faut tout mettre, le ballet. Et en vérité, ces gens-là étaient écœurés parce qu'ils auraient voulu aller à l'action directe. Voilà. Et bien sûr, et vous avez raison, je pense qu'il faut toujours se battre contre les intégristes de quelque lieu qu'ils nous viennent. Il ne faut pas oublier que la musique, c'est un divertissement, une distraction et un plaisir avant tout. C'est pas une guéguerre. Bien sûr. C'est pas ça. Et c'est pas l'université. Voilà. Di Quella Pira, Roberto Alagna, dirigé par Claudio Abbado. C'est pas mal, ça non plus. Ça, c'est un air qui est magique. Et je crois que la plus belle version de cet air, c'est Enrico Caruso. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment un violoncelle. J'ai essayé de m'en inspirer. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la version de Caruso. Je vais annoncer quelque chose qui va faire plaisir à tous les amateurs de Verdi. Samedi prochain, dans la grande soirée de l'opéra sur Radio Classique, je diffuserai un très bel enregistrement, l'enregistrement du 27 février 1959 au Metropolitan Opera de New York, dirigé par Eric Leinsdorf,
Dans le rôle de Macbeth, Leonard Warren. Dans le rôle de Lady Macbeth, Léonie Rizanek. Dans celui de Banco, Jérôme Hines, et dans celui de Macduff, Carlo Bergonzi. Ouais, Bergonzi, oui. Pas mal. Hein. Ah, c'est superbe. Vous écoutez, samedi, vous serez en scène, j'imagine. Oui, mais j'écouterai après. C'est bien. Dernier des verdicts, Othello, le dernier rôle que vous avez osé. Alors, je me souviens qu'il y a eu toute une polémique. Il y a souvent eu des polémiques autour de vous. Toujours. Mais quand vous avez chanté à Orange, tout le monde a dit il va se planter, se casser la figure et tout. Et finalement, vous ne vous êtes pas planté, vous n'êtes pas cassé la figure. Oui, bon, vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez fait votre Othello, et on ne demande pas à ce que l'Othello d'Alagna soit l'Othello de Del Monaco. Heureusement. C'est un Othello qui avait de la tendresse, et on l'entend aussi là dans l'enregistrement de la Philharmonie de Berlin de Claudio Abbado. Cet Othello de Verdi que Roberto Alagna a chanté ici avec Claudio Abbado à la Philharmonie de Berlin, et qui a été un beau souvenir quand même. Ah oui, magnifique. Vous savez, j'ai revu la retransmission, puisque cet été, France 2 a retransmis l'ouvrage. D'ailleurs, Turandot aussi. Et il y avait une soirée de l'opéra, une nuit de l'opéra. Voilà. Et j'ai été surpris parce que je me suis dit, je vais regarder 5 minutes, alors que je sortais du Trouvert. Donc ça a été donné juste après le Trouvert le même soir. Il y avait le Trouvert en léger différé, voilà. Et ensuite on redonnait. Et moi j'arrivais de Orange, je suis rentré à la maison et j'ai voulu regarder. Et j'ai été obligé de regarder jusqu'à la fin parce qu'en fait c'est superbement bien filmé, puisque là d'un coup on avait tous les plans qui étaient plus les plans du direct. Donc là ils ont fait les montages avec bien sûr d'autres plans, et on voit la caractérisation de tous les personnages, mais fantastique, vraiment. Et je vais vous dire une chose, excusez-moi, là, je crois que dans quelques temps, cette captation-là va avoir un écho incroyable, parce que je vous assure que le baryton, le chef d'orchestre, Invamula, moi-même dans le rôle d'Othello, et tous les personnages sont magnifiques. La direction d'acteur, la mise en scène, vraiment c'est une très belle captation. Avec un très beau moment, le duo de la fin du premier acte était. Ah oui, d'ailleurs on peut le voir sur YouTube, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a posté sur YouTube en intégralité, et je vous assure que là on se dit donc c'était un beau moment. Ça marchait. Dites-moi, vous avez annoncé que vous abandonniez Orange, pourquoi? Ah non, j'abandonne pas Orange. Je pense que... C'est ce que vous avez dit cet été. Non, j'ai dit que je ne revenais pas chanter un opéra, parce que Raymond s'en va. Et que je crois que c'est... Raymond Dufaux. Raymond Dufaux s'en va. Donc moi, je suis à Orange depuis 93, d'accord. Et je vais là-bas parce que par fidélité à Raymond, on m'a proposé des tas de festivals, Bayreuth, tous les ans on m'appelle pour Salzbourg, on m'a proposé le Trouvert il y a 2 ans, 3 ans, plein de choses. Et à chaque fois je dis non parce que je veux faire Orange, et parce que par amitié et par fidélité à Raymond Dufaux. Là, s'il s'en va, je pense que la personne qui viendra prendre la direction des chorégies va changer les équipes. Je pense qu'on prendra d'autres chanteurs. Donc, pour moi, c'est un peu ridicule. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui attend qu'on l'appelle, ou voilà. Donc, si on me propose quelque chose d'intéressant, vous n'êtes pas quelqu'un qui attend qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'on vous appelle et on attend plutôt que vous puissiez venir. Oui, c'est plutôt ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que aujourd'hui, moi, je le sais, je l'ai beaucoup fait. Ça fait des années que je voudrais justement vous avoir dans l'émission des Vagins. Vous n'êtes jamais libre. Oui, c'est très difficile pour moi. Et bon, j'ai encore un récital à faire avec Alexandra. On a un concert à faire. D'ailleurs, j'essaie de trouver quelque chose d'original, parce que je voudrais pas faire la suite d'Air, Air et Duo et tout ça, vous savez, le truc. Je voudrais trouver quelque chose d'original, donc j'essaie de trouver quelque chose. Mais si on me proposait quelque chose d'intéressant, je sais pas, un Samson, peut-être que je dirais oui. Vous voyez, parce que ça m'a manqué de cette année de ne pas faire ce Samson et de faire le Trouvert à la place que j'avais déjà fait. Ça avait été prévu initialement, mais il y avait des problèmes financiers. Voilà. Et voilà, c'est ça. Mais vous savez, Orange, c'est difficile. Et puis, moi, je crois qu'à un moment, il faut aussi tourner la page. Je l'ai beaucoup fait. Oui, donc on verra. Je ne sais pas qui va prendre la direction, mais on verra. Peut-être que si on propose des choses intéressantes, pourquoi pas. On verra. Pour le moment, on va entendre, après avoir vu tout de suite le Lamento de Federico de l'Arlésienne de Chilea. Voilà, c'était Cielo e Mar de la Gioconda de Ponchielli, et juste avant, le petit Amor Ti Vieta de la Fedora de Giordano, toujours ce soir pour cette spéciale sur Radio Classique, Roberto Alagna,
notre ténor avec l'orchestre ici de l'Opéra Royal de Covent Garden que dirigeait Marc Helder. Et on arrive donc à Cavalleria Rusticana de Mascagni, parce que ça a été un très très beau souvenir. Là, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire dans une très belle mise en scène de Jean-Claude Auvray. C'était très très belle, dirigé par un maestro qui était largement octogénaire, Georges Prêtre. C'était émouvant ça. Ça a été vraiment un Je vais même moment. vous dire une petite anecdote. Bon, il m'en voudra pas, Georges, parce qu'il sait bien qu'il sait que c'est vrai. Et les chanteurs, c'était plein, parce qu'ils trouvaient la direction de Georges trop lente. Et donc fatigante dans ce lieu, quand même gigantesque, difficile. Et donc à un moment, ils étaient un peu en panique et ils ont commencé un peu à rouspéter. Et moi, j'ai trouvé la formule. Et il m'a remercié, Georges. Il m'a dit, mais oui, je lui aurais dit comme ça, les gars, faites comme si c'était Mascagne qui nous dirigeait. Regardez, c'est Georges Prêtre, regardez l'âge qu'il a. On fait comme si c'était le compositeur. Et tout a changé, et lui aussi, il y a eu une atmosphère formidable. Il y avait, je veux dire, c'est superbe. Cet extrait, vous parliez de captation télévisée, on l'avait très bien filmé aussi. Filmé aussi. Béatrice est sublime aussi. Béatrice Monzon, votre partenaire, était formidable, mais vraiment, il y avait une intensité. Et là, c'est pareil, c'est un rôle qui vous convient tout à fait, ça. Bah, c'est un peu mes origines, c'est la Sicile, évidemment. C'est les tempéraments que je connais bien, que j'ai observé souvent autour de moi, que voilà, on n'avait jamais mordu l'oreille de quelqu'un. Oui, mais le sens de l'honneur, je connais bien ça. Sûr. Vous voyez, l'oreille, c'est un symbole. Bien sûr, oui. Mais il y a ce sens de l'onneur. Il faut rappeler juste avant le combat. Vous savez, l'oreille, c'est le gant qu'on jette. Voilà, qu'on jetait au visage. Voilà, c'est un peu ça. Mais je dois dire que l'œuvre est quand même magnifique. Quand on voit l'œuvre de Verga, donc Giovanni Verga, c'est 2 pages. Une librette. Oui, c'est une toute petite nouvelle. C'est une petite nouvelle de 2 pages. Et on a un opéra comme ça. Mascagne en a fait vraiment, et en plus c'est fidèle. Et on a vraiment l'impression que c'est composé par un Sicilien, alors que Mascagne n'était pas sicilien. Et c'est assez touchant. Et Giovanni Verga, lui, il l'était. Oui, il l'était. Et quand on va sur le lieu, d'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire. On a l'impression que c'est le décor de l'opéra. Tout est là. D'ailleurs, j'avais fait avec vous. Quand on avait fait le film et on avait improvisé une scène. Exactement. C'était formidable. Voilà, ce superbe air de Touridou, de Cavalleria Rusticana de Mascagni, l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden vous accompagnez sous la direction de Marc Helder. Roberto Alagna, on est toujours avec vous pour cette soirée exceptionnelle sur Radio Classique, dont je vous remercie au nom de toutes et tous ceux qui attendaient vraiment, depuis le temps qu'on en parle, ils attendaient cette soirée. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, moi, je vais vous remercier maintenant de vous entendre chanter Puccini. J'ai choisi trois Puccini, alors c'est trois tubes, mais je vous interrogerai aussi sur le dernier, parce que c'était aussi une prise de risque, et j'aime bien que vous preniez des risques, vous n'hésitez pas. Alors bon, Che gelida manina, ça c'est vraiment dans votre voix, on l'entend tout de suite d'ailleurs, simplement pour le plaisir. Ça, c'est le plus bel air jamais composé. Pourquoi ? Parce que c'est l'air de la jeunesse. Voilà. Et quand la bohème se termine, c'est la jeunesse qui meurt. Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est le plus bel air qui puisse exister. Mais c'est un opéra qui est toujours tellement émouvant à la fin. Vous dites quand la bohème se termine. Pour moi, c'est très dur. Quand Rodolfo découvre la mort de Mimi. Je me souviens, je l'ai chanté à la Scala avec Mireille Lafreni, juste au moment où Florence venait de décéder, ma première femme. Et toute la Scala était en pleurs, tous les partenaires, Mirella, parce que je revivais exactement ce que j'avais vécu à semaine. Donc c'est vrai que depuis ce jour-là, je n'ai jamais pu chanter les 2 derniers Mimi. À chaque fois, ma voix se cassait parce que je ne pouvais pas. Et c'est vrai que lorsque Florence est décédée, qu'elle s'est éteinte comme ça, comme un petit oiseau, je comptais les pulsations de son cœur. À la respiration, je savais que les 3 derniers, c'était les derniers. Parce qu'il y avait quelque chose c'était presque de la musique. C'est horrible à dire, mais ça s'éteignait vraiment progressivement et j'ai su que ça allait s'arrêter. Et je me suis dit, tiens, quand on joue la bohème, vous savez, très grandiloquent comme ça, où on hurle, tout ça. En fait, c'est faux. Parce que je me suis aperçu qu'à ce moment-là, c'était que le silence. On pouvait plus rien émettre, même pas un son, plus rien. Et aujourd'hui, quand je chante la bohème, je ne peux pas émettre les derniers Mimi. Je peux pas. Oui, il y a une intimité douloureuse, vous avez raison, dans cette bohème. Autre air que vous avez beaucoup chanté, Mario Cavaradossi, on écoute le fameux E lucevano le stelle.
Et Lucevano le Stelle, la Tosca de Puccini, cette fois c'est avec l'opéra de Londres, l'opéra royal de Covent Garden, j'y arrive, dirigé par Antonio Papano, que vous nous interprétiez ce rôle de Mario que vous avez chanté. Que je reprends bien après l'Élixir d'amour à Vienne. Ah, voilà. Ah bien. Avec qui comme Tosca? Avec Martina Serafi. Ah, Martina Serafi. Avec qui je l'ai chanté déjà à Vienne. Ouais. Ah oui, parce que vous avez compris, c'est une chance d'avoir Roberto Alagna dans notre studio ce soir, parce qu'il va s'envoler, bon, il chante à Paris, bien sûr, mais il repart chanter dans le monde entier, car il est demandé dans le monde entier. Allez, dernier opéra de ce chapitre sur la lyrique italienne, avant de passer à l'opéra français, Turandot. Il y a aussi des polémiques, là, parce que là, je m'en souviens, parce que je devais diffuser ça pour la télévision et vous aviez un problème. Vous savez, une mycose. Mycose, oui, je me souviens, on voyait le blanc. J'entendais des gens qui disaient non, il truc, c'est pas vrai. Et moi, je voyais votre bouche. Moi, je ne truque jamais. Excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Je ne sais pas truquer. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas truquer. Souvent, on me dit, même en répétition, le chef me dit, économise-toi. Je ne sais pas faire ça. Ah oui, ça, c'est extraordinaire. Quand on vous entend en répétition, vous ne marquez pas. Non. Parce que les chanteurs marquent, ça veut dire qu'ils chantent à l'économie. Je ne sais pas faire ça. À pleine voix avec. Je sais pas. Parce que vous avez un tempérament. Oui, c'est un peu parce qu'on gagne du temps en réalité. Vous savez, quand vous êtes vraiment pressé, quand on marque, le chef ne se rend pas compte de ce qui se passe, la mise en scène non plus, ça n'avance pas. Alors que quand on est vraiment dans son personnage où on chante, bah tout va plus vite. Tout d'un coup, tout ça, le puzzle se met en place. En tout cas, c'était formidable. Mais ce qui était curieux dans cette Turandot, parce que là aussi, pour moi, c'est un excellent souvenir, même si ça m'avait meurtri sur l'instant, parce que c'était très difficile, et surtout parce que j'avais demandé à Raymond Dufaux et à Michel Plasson, j'avais dit voilà, j'ai cette myco, je peux pas, on fait venir la doublure, et on m'a dit non, il n'y a pas de doublure. Et donc, vous imaginez les gens qui sont venus, qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir vous entendre en orange, on leur dit on va entendre. Oui, mais c'était le dernier acte, et donc. Oui, mais dans le dernier acte, il y a le Nessun Dorma. Oui, mais s'il avait plu, par exemple, on serait tous partis à la maison. Et parce que vous savez, en réalité, moi, je l'ai fait aussi pour le public, pour mes collègues et pour tout le monde, parce que, enfin, mes collègues, ils auraient été bien contents. Vous êtes allé jusqu'au bout de vous-même, ça, je dois dire. Je l'ai vécu de très près. Et c'était tout si j'avais annulé, on était tous payés, personne n'était remboursé puisque c'était le dernier acte. Et voilà, donc j'aurais donc très bien pu le faire. Et mais quelle frustration. Voilà, oui, parce qu'au moment où je devais faire cet aigu, j'ai senti qu'il ne passerait pas, donc je l'ai pas chanté, quoi. Voilà, et ça a déclenché une sorte de furie. Mais ça n'a rien retiré à la beauté de l'interprétation de l'ensemble. Et vous savez ce qui était quand même assez incroyable, et là je dois remercier France Télévisions, parce que France Télévisions, pensant que je n'allais pas chanter le direct, avait proposé de passer un autre opéra avec moi. D'ailleurs, Cavalleria et Payas. Exactement, qu'on avait enregistré l'année précédente. Et c'est moi qui ai dit non, prenons le risque de le faire. Tant pis, on va prendre le risque parce que tous mes collègues ont répété et c'est dommage qu'eux n'aient pas ce direct. Et c'est pour ça que ça a été magique, parce que le direct, on l'a fait sans filet. Vous vous souvenez, il n'y avait pas moyen on n'avait rien d'autre. On n'avait pas de matériel, donc on l'a fait sans filet. Et je dois dire que aujourd'hui, j'en suis ravi. C'était formidable et c'était là, c'est des moments comme ça qu'on mesure la force qu'il y a en vous. J'en dirai un mot tout à l'heure quand on arrivera à c'est pas évident français. parce que à Orange quand on parle d'Orange, vous savez qu'il y a 4 chœurs d'opéra. C'est pas un chœur, c'est 4. Tout est redoublé, décuplé. En même temps, ça fait 72 mètres de large. Mais les cordes vocales, c'est les mêmes. Il y en a deux toujours. C'est toujours le même. Bon, mais là, je suis ravi parce que je le reprends à Londres, je le reprends à Vienne, je le reprends dans plein d'endroits et je suis ravi de le chanter dans de bonnes conditions. Eh bien, vous le chantez là maintenant pour nous sur Radio Classique avec justement l'Orchestre Royal de Covent Garden dirigé par Marc Elder. Voilà, cet air si beau et c'est vrai que quand vous dites Roberto Alagna que vous auriez pu arrêter, quelle frustration pour le public et pour nous d'ailleurs. Non mais vous savez ce qui est quand même assez aberrant quelque part. Quand on parlait tout à l'heure des puristes, de la fameuse note, vous savez que dans le Nessun Dorma, ce fameux si naturel de Vincero, vous savez comment il est écrit par Puccini? Exactement comme dans la Bohème, la Speranza, le Do, c'est juste une croche. En réalité, c'est écrit Vincero, Vincero, c'est pas tenu. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on fasse le procès d'une. On s'en fiche de cela. Allez, on passe à l'opéra français. On va commencer par Werther. Tout de suite, on écoute Werther parce que je voudrais qu'on parle ensuite du suivant de Massenet. Voilà, Werther, pourquoi me réveiller, ça, et les couplets d'Ossian de Quelle Massenet. inspiration. Ça, c'est tellement beau.
Et vous l'avez aussi chanté beaucoup. Je me souviens à Toulouse, il y a très longtemps. Oui, c'était mon premier. Werther, avec Béatrice Hermanson. Oui. C'était votre premier. Et déjà, les caméras de France 3 étaient là. C'est vrai, je me souviens. C'était si beau. Ouais, c'était superbe. Donc Werther de Massenet, on est toujours avec vous, Roberto Alagna, sur Radio Classique, et je voudrais qu'on arrive au Cid de Massenet. On va entendre cet air fameux au souverain, au juge, au père, parce que il se trouve que je suis allé quand vous avez chanté le Cid, je suis allé à la première, j'ai trouvé ça magnifique, et j'en ai parlé à des amis qui ont envie, et je suis revenu avec ces amis. Et là, évidemment, drame. Un monsieur entre l'air sinistre pour dire Roberto Alagna est malade et vraiment la salle est tétanisée, mais il va néanmoins chanter. Bah oui, parce qu'il y avait personne. Et là, oui, c'est ce que j'ai appris après. Mais ce qui est extraordinaire, j'ai vécu une chose étonnante, je vous en ai parlé, je crois, parce que c'était formidable. Vous entriez du fond dans la mise en scène, le visage fermé, concentré. Ah oui, hyper concentré. Alors je disais, mais je me suis dit, est-ce qu'il va aller au bout? Et surtout que ça commence par un air extrêmement difficile, aux nobles l'âme étincelante. Et puis, petit à petit, vous avez conquis. Alors d'abord, le public sentait ça. C'était extraordinaire. Je me souviens à l'entracte, on en parlait. Et tu t'en disais, est-ce qu'il va continuer? Moi, quand j'ai vu que vous étiez parti, j'ai dit, il va aller jusqu'au bout. Mais c'était étonnant. Et vous êtes arrivé à cette ère, au souverain, au juge au père, qui est un air extraordinaire. Et là, on a l'impression que vous êtes libéré. Vous étiez sur une table. Et vous avez chanté là, comme peut-être jamais vous avez entendu chanter. C'est étonnant comment vous avez réussi à vous dépasser. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr, parce que vous savez, les chanteurs d'opéra sont souvent malades. D'ailleurs, c'est Caruso qui disait ça. Moi, je suis en forme 2 soirs dans l'année, et ces 2 soirs-là, je ne chante pas. Mais c'est un peu ça, parce que on est fragile. En réalité, là, cet instrument est très fragile. Et en plus, comme c'est toujours lié aussi au système nerveux, souvent une petite panique, et puis on annule. C'est pour ça que beaucoup de chanteurs annulent souvent des représentations. Moi, j'ai une mentalité de chanteur de cabaret, c'est-à-dire j'ai commencé par le cabaret et il fallait chanter tous les soirs, malgré la fatigue, malgré je sais pas, la maladie et tout. Et j'ai gardé ce truc-là, ce côté il faut pas trahir le public, il faut y aller. Et souvent on me l'a reproché parce que ensuite on dit là il était comme si, il était moins bon. Ben oui, mais j'ai chanté malade. Et si j'avais annulé, on n'aurait pas voulu. Mais je pense que il faut le but, la mission d'un artiste, c'est de se dépasser, c'est le dépassement de soi, aller puiser des forces à l'intérieur de soi pour justement aller encore plus loin. C'est ça qui fait la beauté. Quand on sait que Caruso, en crachant du sang, il était encore sur scène en train de chanter La Juive. Et vous comprenez? Moi, c'est ça. Quand on voit des histoires je sais pas, d'Edith Piaf ou de tous ces gens qui vont jusqu'au bout de leur force. Vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Bah, moi, j'ai ça à l'intérieur de moi parce que j'ai grandi là-dedans avec cette mentalité de l'effort, du dépassement de soi, du respect des autres, du respect des gens qui ont acheté leur place. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'annule vraiment, c'est que je ne tiens plus debout, quoi, j'en peux plus. Ouais. Mais là, c'était vraiment extraordinaire. Et on va entendre cet air, vous allez comprendre, ceux qui étaient là à s'en souvenir et les autres comprendre que chanter quand on n'est pas bien un air comme ça, il faut vraiment avoir une énergie formidable et un mental formidable. Au souverain, au juge, au père, le Cid de Massenet. Voilà, l'air du Cid de Massenet, Roberto Alagna et l'orchestre de Covent Garden dirigé par Bertrand de Billy. Là, on va avancer maintenant, Roberto Alagna. Et je voudrais vous dire une petite chose encore, excusez-moi. Roberto. Je pense que souvent les collègues, certains ont raison d'annuler des fois quand on est vraiment malade parce qu'on peut abîmer son instrument, ça c'est vrai. Mais c'est beau aussi d'essayer l'impossible. Pourquoi? Parce que vous savez, des fois, vous êtes chez vous, à l'hôtel, avant d'aller chanter, et vous êtes en une super forme, et puis le spectacle ne va pas être bon, parce que je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et puis, il y a des jours où vous êtes malade, vous pensez que la voix ne va pas sortir, et ça devient miraculeux. C'est ce qui s'était passé ce soir-là. Voilà. Et donc, on le sait quand même quelque chose de... C'est la magie du spectacle. Voilà, c'est pas contrôlable. On peut pas maîtriser à 100% cet instrument. Mais heureusement, voilà. Et c'est ça qui fait que c'est humain. Oui. Alors maintenant, on va entendre 3 airs qui sont plus célèbres dans votre répertoire, et puis on arrivera ensuite à un moins connu. Donc successivement, l'air de Carmen, La fleur que tu m'avais jetée, ensuite la romance de Nadir. Alors là, c'est très beau parce que vous avez aussi cette manière d'éclairer la voix qui est formidable, et puis Lève-toi soleil, qui vous permet de retrouver Michel Plasson.
C'était donc successivement l'air de la fleur, de Carmen, de Bizet, que vous avez aussi souvent chanté à Orange d'ailleurs. Partout. Et à Orange, il y a des souvenirs aussi magnifiques avec notre chère amie commune, Béatrice Furiamanzo. Oui. La romance de Nadir des pêcheurs de perles, ou la manière dont vous éclairez la voix, ça c'était formidable. Et puis, Enlève-toi Soleil, là on a aussi... Le répertoire français. Bah oui. Je me souviens que quand vous l'aviez chanté d'Orange, vous étiez tombé, vous étiez fait mal. Ouais, je m'étais cassé les ligaments de la cheville, qui sont toujours cassés d'ailleurs. Mais vous aviez continué. Oui. Encore une fois. Douleur horrible. Ouais. Vous savez, souvent, Orange, il arrive des tas de choses. On est rarement en forme à Orange. Enfin, moi. Parce que c'est la fin de l'année. C'est comme un peu la fin de saison pour les sportifs. Bien sûr. Voilà, donc c'est très difficile Orange quand on a un répertoire chargé et un planning chargé. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que moi j'étais à cette représentation et vous avez vu, vous aviez trébuché, mais on ne se rendait pas compte. Et si ensuite... Demandez à René Pape, qui lui m'a vu arriver. Vous savez, c'était le frère Laurent. Il m'a vu arriver avec le visage livide et vous êtes allé jusqu'au bout, Roberto. Et c'était le direct. Je vous retrouve en coulisses. Et c'était le direct télé. Allez, maintenant donc un autre opéra français, alors beaucoup moins connu parce que vous aimez aussi faire découvrir des opéras. Et là, j'ai choisi Sources délicieuses. Ah, magnifique. Polyeucte de Gounod. Oui. C'est quoi aussi cette envie que vous avez toujours de faire découvrir des répertoires? J'ai toujours aimé parce que je crois que le fait d'être mélomane moi-même, c'est vrai que quand on est mélomane, on a tellement écouté les tubes qu'on a envie d'écouter autre chose aussi. Moi, je sais que il y avait des époques où je ne pouvais plus écouter la Furtiva Lagrima ou la Donne Mob. Je n'en pouvais plus. Donc, j'allais chercher un petit peu ailleurs. Et c'est vrai que dès mon premier disque, je me souviens que ma maison de disque m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire comme premier disque? Et moi, j'avais dit, je voudrais faire un disque Berlioz. Ils m'ont regardé avec les yeux en me disant, mais c'est pas vendable, c'est pas ça qu'on peut faire. Et j'ai eu de la chance de le faire 15 ans plus tard. Oui. Mais voilà, donc c'était ça mon goût. Mon goût, c'était toujours et d'ailleurs, dans le premier disque, j'ai quand même mis Polyeucte, j'ai quand même mis des choses inconnues. Méphistophélès de l'époque, j'avais mis, je sais plus ce qu'il y avait. Enfin, je cherchais j'avais mis Marouf. Sabatier du Caire. Voilà. Donc j'ai toujours eu ce goût. Et si vous suivez un peu, si vous faites la rétrospective de tous mes enregistrements, mais même des rôles que j'ai chantés, il y a toujours ce petit goût d'aller chercher des choses rares, même quand vous ne les chantez pas en scène. Même dans l'Élixir, quand j'ai été le premier à faire la version réécrite par Donizetti, avec les variations. Avec les variations dans le Furtiva Lagrima. Et j'ai même fait la version originale qui est abaissée d'un ton ou d'un ton et demi. Vous voyez, donc j'ai toujours cherché. Oui. C'est là ce que j'ai fait aussi avec Lucie, la version française, avec les contes d'Hoffmann, avec Roberto on en avait parlé quand... On jouait pas tous ces ouvrages-là, et voilà, donc la Navarrese, enfin, beaucoup d'ouvrages. Sources délicieuses, Polyeucte de Gounod, un opéra qui n'est pas des plus connus et que nous a fait redécouvrir Roberto Alagna, qui le chantait là avec le London Philharmonic Orchestra, dirigé par Richard Armstrong. J'ai réuni, là, pour terminer cette séquence française, 4 rôles dont je ne crois pas, mais peut-être me trompais, vous allez me le dire, que vous les ayez chantés en scène. La damnation de Faust. Non, je l'ai pas chanté. Le roi 10. Non plus. La Juive, hélas, bientôt, pas encore. Bientôt. Et Samson, hélas, pas encore. Et bientôt aussi. Bon, alors, on va d'abord écouter l'invocation à la nature et puis de la damnation de Faust. Ensuite, la sérénade, l'avènement, ma bien-aimée du roi 10. Et puis ensuite, on s'arrêtera sur la Juive et Samson. Successivement, l'invocation à la nature de la damnation de Faust de Berlioz et cette très belle sérénade du roi 10 de Lalo, que le breton que je suis, évidemment, ne peut qu'aimer. Moi, je connais bien la Bretagne aussi. Et je les salue. Il y a vraiment 2 opéras français où on aimerait vous entendre, et vous venez de le dire, et je vous le fais répéter, que vous allez chanter La Juive. Oui. Parce que il y a vraiment quelque chose de bouleversant dans la manière dont vous chantez le rôle d'Éléazar, enfin l'air, le fameux air. J'ai chanté cet air, ça a été mon cheval de bataille depuis le début. Alors que j'étais tout jeune et que normalement c'est pas adapté à une voix jeune. Mais je l'ai toujours senti. Je sais pas, peut-être parce que je pensais toujours à ce dernier enregistrement de Caruso. Voilà, donc où il chante, où on sent... C'est vraiment votre modèle, ça revient tout le temps, Caruso. Oui, Caruso, oui, pourquoi? Parce que pour moi, mon Caruso, c'était mon arrière-grand-père. J'avais comme mon arrière-grand-père l'avait connu et qu'il avait vécu aux États-Unis et que moi je l'ai pas connu, mais j'avais raconté sa femme, etc. Donc j'avais reporté toute cette affection envers Caruso
que j'avais rencontré par rapport à Mario Lanza. Voilà, c'est comme ça que j'avais découvert Caruso. Et donc, il y a eu toujours ce côté presque filial avec Caruso. Voilà. Mais je vais le chanter donc bientôt à Munich. Ça, je suis ravi parce que c'est un rôle que je voulais chanter depuis longtemps. Et il y a des rôles que j'ai ratés des fois par malchance. Par exemple, la damnation. Hein. Vous parliez de la damnation. La damnation, on me l'a offert quasiment tous les ans. Et à chaque fois, je n'étais pas libre. Et pourtant, de belles propositions. Le Metropolitan, c'était la première saison de Peter Gelb. Il m'a demandé de faire la damnation avec Levine. J'ai pas pu le faire. Levine m'avait demandé avant de le faire en version concert à Carnegie Hall. On me l'avait proposé à Paris, à Monte Carlo. Partout, on me propose cette damnation. Je ne suis jamais libre. C'est vraiment, je suis damné. Et c'est dommage parce que j'adore. Et j'ai chanté, j'ai enregistré quasiment... Pour vous qui êtes un berliozien. Hein. Oui, j'adore Berlioz. Et j'ai enregistré le duo, j'ai enregistré les airs, j'ai enregistré des tas de parties. J'ai souvent chanté aussi les airs en concert. Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu le faire. Bon, on s'est pas terminé. Peut-être que je le ferai un jour. Ben oui. Voilà. Et la Juive, donc c'est l'année prochaine. Oui, à Munich. Donc oui, c'est cet été. Hein. Bah oui. Cet été. Donc là, je suis ravi. Je vais retrouver aussi Alexandra et puis qui va faire le rôle de Rachel. Et puis, de la princesse. Non, Rachel, ce sera Christine Opolaïs. Ouais, oui, Christine Opolaïs. Voilà, donc un beau cast. La femme du nouveau patron voilà, de la on aura aussi John Osborne, donc c'est un copain, John Osborne, qui avait fait aussi avec moi en alternance Orphée. On avait chanté Orphée ensemble. Il y avait 3 castes et je me souviens qu'on était tous amis. C'est l'été prochain au Festival de Munich. Voilà. Et donc, et dans une production de Calixto Bietto avec qui j'ai fait Carmen. Voilà, Carmen, que j'aime beaucoup. Avec Béatrice aussi. Exactement. Que vous allez reprendre avec cette jeune Clémentine Marianne qui est formidable. Oui, à Paris, on va reprendre cette production. Oui. Avec Clémentine, nous avons chanté déjà Carmen ensemble déjà. Ouais. Oui. Et les Troyens. Cette air bouleversant, là, vraiment... J'ai des souvenirs incroyables avec cette air parce que mon professeur Raphaël Ruiz, à l'époque, me faisait chanter tout le répertoire lourd. Je travaillais avec lui au Tello et il me faisait chanter ça. Et à l'époque, je me souviens, c'était drôle parce que je l'imitais. J'imitais Raphaël Ruiz et lui chantait tout ça avec un accent cubain, avec des airs roulés. Et je faisais la même chose. J'ai des enregistrements où j'ai 17 ans et je chante « Pour ma misère est là ». C'est assez drôle. En tout cas, on est impatient de vous l'entendre chanter parce que ça aussi, c'est un rôle qui vous ira. Là, c'était avec les London Voice et l'orchestre Covent Garden que dirigeait Bertrand Billy. On referme cette séquence opéra français pour cette grande soirée exceptionnelle sur Radio Classique spécial Roberto Alagna et on va s'occuper un peu de divertissement. Alors là, je vous propose 2 mélodies napolitaines, Coren Grato et Torna Soianto. Ah oui. Hein, ça fait toujours du bien. Ça, c'est le lyrique du... Et ça, c'est avec vos frères. Oui. C'est dans ce disque que j'ai retrouvé. Ah, moi j'adore ça. J'aurais pas voulu être à votre place pour faire les choix. Hein. Parce que d'abord, je me suis rendu compte dans ma discothèque qu'il y a quand même énormément de disques. Et puis, voilà, il fallait sans arrêt éliminer. C'était une horreur. Mais bon, voilà, c'est simplement un très bon choix en tout cas. C'est pour le plaisir. Alors maintenant, d'un autre genre, 2 autres airs qui vont vous rappeler un autre disque que j'aime bien aussi, la Comparsita et Besame Mucho. Oui. Vous voyez comment s'appelle ce disque? Oui. Passion. Voilà, ça c'est simplement pour le plaisir. Oui. Et puis ça, c'est avec mon double. Voilà. Et même mon triple. Il y a une époque, c'était mon triple. Maintenant, c'est mon double. Il a maigri. Il a massé. Yvan Cassard. Notre ami Yvan Cassard. Il n'a pas perdu ses cheveux. Il a toujours beaucoup de cheveux. On est en train de préparer une belle émission de Noël. Ouais. Oui, avec plein d'invités. Et pour la télévision. Non, mais pour quelle chaîne? TF1 France 3. France 3. Ah, France 3. Oui. On me dit France 3. France 3. Et ça sera enregistré au Sporting de Monaco. Ah, pas mal. Alors, Comparsita Besame Mucho. Bon, j'ai pas besoin de vous. Vous savez que cette Comparsita est unique. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai fait l'adaptation. Entre la version colombienne, la version argentine, j'ai fait un mélange des deux. Et j'ai réécrit le texte pour que ça colle. Et donc, c'est une version unique. Ah, bon. Voilà. En fait, moi, j'ai pris la version originale instrumentale. Donc, on a toute l'instrumentale, la composition instrumentale, la forme. Et le texte, j'ai fait un mélange des deux. C'est génial. Ben voilà. Une nouveauté pour Radio Classique, pour les auditeurs. Alors maintenant, j'ai choisi 3 extraits du disque Luis Mariano, parce que ça, alors ça a contribué beaucoup à élargir votre public de manière considérable. Oui, ça, c'est le, comment dire, ça a été le couteau à double tranchant, Mariano. Pourquoi? Parce que ça a été un succès phénoménal, donc qui m'a propulsé un peu dans la catégorie chanteur connu populaire. Oui, vous voulez dire que les puristes... Voilà, mais c'est pas les puristes, parce que je les ai jamais rencontrés, ces puristes. Mais ça a été une sorte de on a créé les puristes, les fameux puristes en colère, qui n'existent pas en réalité. Mais on les a créés, c'est à partir de là que ça a commencé.
cette histoire de il fait ci, il fait ça. Oui, voilà, c'est quand même assez incroyable. Pourtant, oui, alors je me souviens effectivement d'une conversation un peu animée à un entrailles. Vous disiez, oui, de toute façon, il se fatigue. J'ai expliqué, à mon avis, que vous fatiguiez moins en chantant ce répertoire qu'en chantant le Trouvert. Non, tout est fatigant, vous savez. C'est quand même plus central pour la voix, mais c'était surtout du plaisir. C'est très très difficile à chanter, Mariano. Ouais. Très difficile parce que c'est du sur-mesure pour Mariano. Donc mais c'était surtout du plaisir. Vous avez plaisir, moi, tout le temps. Je l'ai tout le temps, le plaisir. Moi, j'ai fait ça avec sérieux. C'est pas évident. Vous savez que Placido avait eu l'idée de le faire à l'époque. À l'époque, il avait eu l'idée de le faire parce que Levon Sayer m'en a parlé et il avait j'ai vu toute la liste. Donc ça. En tout cas, c'était du plaisir. Il l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que c'était difficile à faire. Parce que c'est comme entrer dans le costume de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça vous a jamais empêché de continuer à chanter de l'opéra. Ah oui, j'ai jamais arrêté de chanter de l'opéra. Bien sûr. Ouais. Allez, j'ai choisi un petit enchaînement aussi assez charmant. Mexico, évidemment, du chanteur de Mexico, La Belle de Cadix et L'amour est un bouquet de violettes, des violettes impériales. Ça, c'est les tubes. Voilà, 3 tubes, comme le disait justement Roberto Alagna, 3 tubes du répertoire de Francis Lopez et de Luis Mariano. Répertoire de Luis Mariano, mais composition de Francis Lopez, le chanteur de Mexico, La Belle de Cadix et Violettes impériales, L'amour est un bouquet. Un genre, ils ont inventé un genre. Mais c'est formidable, moi j'adore ça, et pourtant... Je suis considéré comme un bon connaisseur de l'opéra et ça ne m'empêche pas du tout d'adorer ça. Vous savez, Mariano, c'est un chanteur, c'est un vrai ténor d'opéra. Et ce qui est formidable avec ce répertoire, c'est que tout de suite, on a un sourire, tout de suite, ça nous rend heureux. Et ce qui est formidable chez vous, Roberto Alagna, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je voulais montrer. Vous pouvez chanter l'air de la Meule terrible de Samson et là, et chanter L'amour est un bouquet de violettes avec le même plaisir pour vous à chanter et pour nous à entendre. Alors, c'est pas mal. Oui. Et puis alors, il y a un autre disque qui a eu aussi un super succès, c'est un disque qui s'appelait Sicilien. Ah oui, ça j'ai été le premier surpris de ce succès-là. Je ne pensais pas. Voilà, c'est vraiment... Ah oui, c'est incroyable le succès sur ce disque, mais je crois qu'il y a quelque chose d'authentique là-dedans. Non, mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que dans ce disque, bien évidemment, il y a un air que tout le monde connaissait, c'est qu'on va écouter évidemment par la Pio Piano, la musique du parrain Nino Rota, mais tout le reste, on ne connaissait pas, et on avait l'impression qu'on connaissait. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai choisi Abalati, Mivotu, et ce que j'adore, Sicilia Bella. Ah oui, c'est magnifique. Mais ça nous était totalement familier. C'est ça qui est extraordinaire. Comment vous expliquez ça? Parce que je pense que c'est de la musique traditionnelle. Donc la tradition, elle est dans tous les pays, dans tous les peuples. Tout le monde a ses bases. Donc ces musiques touchent tout le monde. Voilà, c'est comme quand on fait, vous savez, c'est ces musiques du monde. Pourquoi on est toujours attiré par les musiques du monde? Parce que il y a quelque chose qui résonne en nous, de notre enfance, de nos racines. Il y a quelque chose qui réveille notre âme. Voilà. Et je crois que c'est ça qui a fait le succès de ce... Ça me fait penser, quand on était ensemble à Syracuse pour ce film qu'on avait fait, on sentait que vous étiez de plein pied, alors qu'il faut rappeler que vous êtes né à Clichy. Oui, c'est vrai, même si vous avez évidemment des racines siciliennes, mais je me souviens, on était sur le marché, vous parliez avec un poissonnier, c'était tout à fait incroyable. Et là, on sent que vous êtes... Alors, dans ce disque, on est un peu plongé là-dedans. Et je dois dire que Yvan a réussi vraiment les arrangements parce que au départ, c'était pas évident. Moi, quand j'ai fait écouter à toute l'équipe Universal les enregistrements folkloriques, ils m'ont regardé en me disant, t'es sûr que tu veux faire ça? Et voilà, ensuite, ils m'ont fait confiance et ça a été incroyable. Alors, donc, on va écouter d'abord, évidemment, par la Pio Piano, et puis ensuite, on enchaîne Abalati, Mivotu, et ce petit joyau Sicilia Bella. Ah, c'est bien, ça fait du bien. Donc, c'était successivement, évidemment, la musique du parrain par la Pio Piano, et puis, donc, Abalati, cette espèce d'entrain extraordinaire, Mivotu, et comme vous le disiez, Sicilia Bella. Sicilia Bella, et Mivotu. Mivotu, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Voilà, donc c'est toujours des histoires un peu simple de la vie courante, et c'est ça qui est touchant, parce que ce sont vraiment c'est un peu Verga, on revient là, voilà, c'est là. On savait qu'on est déjà bien avancé, la soirée est déjà presque terminée. On va faire une petite séquence. Pour le moment, on va pas vous écouter. Tiens, on va écouter vos admirations. Une petite séquence que j'ai inventée pour cette spéciale Roberto Alagna. Et je vous ai demandé qui vous vouliez faire entendre. Alors bon, évidemment, Alexandra Kuják. On va l'entendre, bien sûr. Mais d'abord, vous m'avez parlé de quelqu'un, une basse, dont je ne connaissais même pas le nom, qui s'appelle Ruben Amoretti et qui a une drôle d'histoire. Oui, c'est un ami de longue date, puisqu'on s'est rencontrés lorsque je chantais Traviata à Lausanne, il y a presque 30 ans. Et lui, il était dans les chœurs. Et on a tout de suite sympathisé. Il était ténor à l'époque, et il travaillait avec Gueda.
Et il chantait Nicolas Guédal, le grand ténor que nous connaissons tous et que nous admirons tous. Et donc il travaille avec lui et il chantait le répertoire aigu, un peu comme Guéda, les Puritains. Il avait chanté l'Élixir d'amour. Ce qu'il chante maintenant, c'est pas tout à fait pareil. Non, donc il était ténor aigu. Ouais. Et ensuite, c'est lui qui faisait avec moi Harlequin dans mon premier paillasse. Et il lui est arrivé, il a eu une maladie qui lui faisait développer une hormone de croissance. Et donc lui était paumé, il pensait que sa voix, qu'il avait perdu sa voix, que c'était fini, il était rentré dans une dépression énorme. Et un jour, il m'appelle, j'étais à Orange, et il me dit, tu sais Roberto, je suis devenu baryton. C'est pas possible. Et il vient me voir, il me dit, je voudrais que tu m'écoutes. Et il vient à Orange, je l'écoute, et puis je lui dis, mais à mon avis, tu es basse. Il était devenu basse, parce que son larynx s'était agrandi, élargi. Et voilà. Et donc, ils ont réussi, ils l'ont opéré ensuite, ils ont réussi à canaliser cette tumeur. Qui créait cette hormone de croissance, et maintenant ça s'est stabilisé. Il a une vie incroyable, il a des tas d'enfants, il chante dans le monde entier, et la voix est devenue d'une beauté. Pour moi, c'est la plus belle voix d'aujourd'hui, parce qu'il a gardé les qualités du ténor sur la légèreté, la couleur, le phrasé, mais avec une basse c'est une basse profonde, avec un grave presque surnaturel, j'ai envie de dire. Ouais. Grâce à vous, Roberto Alagna, j'ai découvert, et je crois que beaucoup de nos auditeurs vont découvrir ce soir, auditeurs et auditrices, car je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices pour Roberto Alagna, vont découvrir Ruben Amoretti. Il est accompagné par l'orchestre de musique des Lumières, dirigé par Facundo Agudin. Et on va l'entendre successivement dans 2 airs qui nécessitent justement de descendre assez bien dans la cave. El Adjama Imamo, le grand air de Philippe II, dans le Don Carlo de Verdi, et ensuite le Te Deum du Tosca qui termine le premier acte de Tosca de Puccini. Voilà, vous avez entendu là un chanteur que vous ne connaissiez sans doute pas, que je ne connaissais pas non plus, et que m'a fait découvrir, et donc que vous a fait découvrir Roberto Alagna. Il s'appelle Ruben Amoretti. C'est un Italien, donc. Non, il est espagnol. Il a vécu pendant des années en Suisse et maintenant il habite au Mexique. Et c'est quelqu'un qui en plus est un acteur incroyable. Sur scène, il incarne vraiment un personnage. Il a quelque chose de troublant. Il a un peu du Jack Nicholson je dis toujours que c'est un mélange de David Carradine et Jack Nicholson. Et c'est quand même assez impressionnant. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cette première de vos admirations, donc Ruben Amoretti, qu'on a entendu donc dans Don Carlo et dans Tosca. Alors une autre admiration, évidemment, Alexandra Kouchak. C'est plus que de l'adoration, là. Voilà. Mais je voudrais, exercice pas facile que je vais vous demander, là on va l'entendre dans la prière du siège de Corinne de Rossini, c'est L'Ora Fatale, c'est magnifique. Mais je voudrais que vous définissiez sa voix. Alors, Roberto. C'est une voix assez surprenante, troublante même, je vais dire, parce que c'est je comprends qu'elle vous a troublé. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai connu beaucoup de chanteurs, vous imaginez, même dans ma famille, où il y a un tempérament. Même la maman d'Alexandra est une chanteuse. Et donc, il y a une mentalité du chanteur. Alexandra, non, c'est une instrumentiste. Elle a été violoniste, elle a été pendant 12 ans premier violon en Pologne. Et donc, c'est une mentalité qui n'est pas la mentalité de la chanteuse. Il y a une technicienne incroyable, et cette voix, c'est une sorte de fusion entre son père et sa mère. Son père était corniste dans l'orchestre, et sa maman chanteuse. Et elle, c'est la fusion des deux, qui est vraiment parfaite. Et donc aujourd'hui, elle a cette perfection musicale, cette aisance musicale qui fait que sur scène, c'est un personnage qui est d'une liberté incroyable, donc un jeu d'acteur incroyable. Mais la couleur est très spéciale. C'est une couleur, donc à mon avis, qui tient un peu de la maman, bien sûr, parce qu'il y a une sorte de similitude dans la voix. Et en même temps, il se passe quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est le fait d'être musicienne, si c'est le fait d'avoir été en troupe. Il y a quelque chose dans sa voix qui est pas définissable. Et qui, moi, me bouleverse parce que c'est une technique toujours très haute, toujours dans les cavités avec elle poitrine pas, elle descend très très bas, dans le masque, sans poitriner, dit, toujours dans le masque. Donc c'est une voix qui est saine et qui va se développer. Et à mon avis, elle a chanté, donc maintenant ça fait 15 ans qu'elle chante, elle a commencé avec les coloratours, donc il y a encore un automatisme de coloratours dans l'aigu, ce qui fait que la voix a pris de l'ampleur dans le médium, et donc l'aigu peut sembler des fois un petit peu plus léger, parce qu'il y a encore l'automatisme, mais quand elle va abandonner ce répertoire de coloratours et se
consacrée vers le lyrique. Vers le lyrique. Là, elle a fait un concert dernièrement où elle a chanté les airs de Nedda, de Liu, de Mimi, enfin tout ce répertoire-là. On sent que la voix prend une ampleur, mais incroyable, parce que ça gagne, ça reste clair, léger, et avec une épaisseur sans poitriner. C'est quand même surprenant. Donc je pense qu'elle va faire le chemin un peu, excusez-moi, peut-être que je me trompe, de Scotto. Pas mal, Renata Scotto. On l'écoute. Très bel air, la prière du siège de Corinthe de Rossini. Puis les coloratours, c'est ça. Oui, France, ça, tout à fait. Alexandra Kuják et le Symphonia Varsovia, dirigé par Pier Giorgio Morandi. Vous me disiez d'ailleurs que son père était corniste. Vous savez que le père de Rossini était corniste aussi. Ah, ça, je ne savais pas. Vous voyez, j'ai bien fait de venir. Allez, on termine avec quelque chose dont je sais que vous l'aimez beaucoup, et on va retrouver quelques-unes de vos admirations. Vous avez parlé de Nikolai Gueda tout à l'heure. Il y a aussi Nikolai Yorov, Christa Ludwig, Elisabeth Schwarzkopf, le chœur et l'orchestre philharmonien dirigé par Carlo Maria Giulini. Vous voyez ce que ça peut être. C'est le Requiem. Mais vous savez que moi, j'ai une admiration sans borne pour les chanteurs d'opéra et pour tous mes collègues en général, parce que moi, je sais la difficulté. Je sais ce que c'est. Pour moi, ce sont vraiment des super-héros. Voilà, ce sont les super-héros des temps modernes, c'est les chanteurs d'opéra. Eh bien, ce quatuor, qui n'est pas mal, va nous interpréter le Lacrimosa du Requiem de Verdi. Là, on a le violoncelle avec Nikolai qui est incroyable. Incroyable. Quelle personne aussi. Vous savez, j'ai chanté souvent avec Nikolai Yarov. Et tous ces gens qui nous ont quittés. Le mari de Mirella Freni. Oui, avec Mirella aussi, on a chanté ensemble. Mais avec Panerai, je me souviens, on parlait d'Élixir d'amour, j'ai chanté avec lui, avec Rolando Panerai. Et parce que comme ça fait quand même plus de 30 ans que vous chantez, vous avez traversé plusieurs générations. Avec Licinio Montefusco, enfin tous ces gens-là qui étaient quand même des gens incroyables d'une autre époque. Et heureusement, vous chantez encore, et tant mieux. On arrive à la fin de cette émission. On vous retrouve donc à partir de lundi à l'Opéra de Paris pour l'Élixir d'amour avec Alessandra Kuják. Oui. Et puis toute l'équipe, Mario Cassi avec Ambrogio Maestri, qui est notre... C'est génial. Le Camara. Là, c'est notre ogre à nous. Et vous savez qu'on vous aime à Radio Classique, mais qu'on vous remercie parce que vraiment, pour cette longue soirée, je pense d'abord elle n'a pas été longue pour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Pour moi, ça a été très très compliqué parce que d'abord j'aurais voulu encore vous poser plein d'autres questions. Je pense qu'on aurait pu aller jusqu'au petit déjeuner. Mais on va terminer, puisqu'on termine toujours... On reviendra, là. Bien sûr, mais quand vous voulez. On va terminer, parce qu'on termine toujours par un final. Le final, évidemment, de l'Élixir d'amour, à partir de Quanta Amor. Oui, c'est magnifique, ça. C'est pas mal. C'était donc pour terminer ce long et passionnant rendez-vous avec Roberto Alagna ce soir sur Radio Classique. C'était donc le final de cet élixir d'amour de Donizetti que nous pourrons voir à partir de lundi. Donc, c'est déjà presque demain, lundi, puisqu'on est au tout début de dimanche. On peut avoir lundi à l'Opéra Bastille avec Alexandra Kuják et Roberto Alagna. Et là, on l'entendait dans l'enregistrement de Marcello Viotti avec Roberto Alagna, bien sûr, et Mariella Devia. Merci à toutes et à tous. Et puis voilà, j'avais simplement envie de vous dire merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci. Une spéciale comme ça se fait pas souvent. Des tas de souvenirs. Voilà, c'était ça un peu. Merci beaucoup. C'était un très beau moment. Merci. On vous embrasse. Bonne nuit à tous. Merci. Bonne nuit à tous. Et nous, on se retrouve lundi et toute la semaine pour Duo.